Hello, Hello, welcome to Film Explorer Film Explorer podcast. Extended. Bonjour et bienvenue au live podcast Fabrica de Film Explorer. On est à Bildrausch, le festival de films à Bâle, sur la belle piazza devant le Stadtkino. Je suis Jeannette Wolf et je vous souhaite bienvenue, Noël Bastin et Baptiste Boguer. Bonjour. Bonjour. De la Belge, vous êtes venus. Vous êtes les réalisatrices de Vitrival, The Most Beautiful Village in the World. On va discuter sur votre film qui est présenté ici. Vous avez déjà fait quelques films ensemble, surtout sur les mécanismes interpersonnels, les dynamiques de groupe et sur des situations qui les mettent à l'épreuve. Et Noël, toi, tu as grandi à Vitrival. Oui, c'est ça. Alors, je donne une petite introduction du film, la synopsis. À Vitrival, un petit village situé dans un cadre rural idyllique, la vie prend soudain un sérieux tournant. Un inconnu barbouille les murs publics de graffitis obscènes, suivi d'une série de suicides inexpliqués. Les deux policiers du village, qui jusqu'à présent passaient leur journée à contrôler la circulation et à écouter la radio, sont appelés à enquêter. Jusqu'ici, voilà pour le contenu. Ici à la table sont avec nous Jean Perret, auteur et critique de films, et Nicolas Bézard, journaliste, auteur et critique de films. Alors, je vous donne la parole. Alors, peut-être une question, pour commencer, une question assez générale sur la genèse du film, parce que c'est un film particulier qui entretient un lien très fort avec votre vie personnelle, peut-être davantage votre vie, Noël, d'ailleurs, puisque les acteurs, les protagonistes, sont des membres de votre famille ou des amis ou des voisins. Vous avez vécu et grandi dans ce village de Vitrival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ce projet est venu et cette idée de faire le focus sur cette communauté et sur ce village de Vitrival en Belgique? 2000 habitants à peu près, hein, je crois. Oui, plus ou moins 1500. Et donc j'ai grandi à Vitrival et j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans. La particularité du village, c'est que, bon, il est assez petit, mais aussi que toute ma famille paternelle y habite. Donc ça veut dire qu'on est une bonne soixantaine, septantaine de personnes, et tout le monde y habite encore, à part moi. Et Louise maintenant. Donc, Louise, qui est-ce? qui est la personne qui joue du tambour dans le film. Elle était aussi insupportable que vous, peut-être, quittant le village. On va parler de Louise. J'espère qu'on va parler d'elle. Mais la jeunesse n'est pas tant liée à moi que à notre rencontre. En tout cas, à notre envie commune, à Baptiste et à moi, de faire un film qui, au départ, n'était pas censé être à Vitrival, qui était un film... Bon, je vais peut-être passer tous les détails, mais en gros, on partait d'un livre qu'on voulait adapter, dont finalement, on ne l'a pas du tout fait. On a juste gardé une idée qui était celle de la vague de suicide. Et puis, au fur et à mesure, en fait, couche après couche, on s'est dit où est-ce qu'on pourrait faire ça. On ne savait pas trop. Au début, on pensait que ça allait être dans une ville. Et puis, on s'est dit, mais en fait, quelque chose qui nous donne toujours envie de faire des films, c'est de savoir avec qui on va tourner. Et avec qui est-ce qu'on aurait envie de tourner. Et on avait déjà tourné avec François, qui est disons, le conspirateur du Carrefour, le grand observateur, qui est mon cousin aussi. On a déjà fait un film sur lui, Traqué, qui est un documentaire plutôt sur notre relation à lui et à moi à travers sa pratique de la chasse. On avait envie de le refilmer. Et on avait aussi envie de refilmer Benjamin, un des deux policiers, qui avait fait une apparition dans On sourira de nous, un film précédent. Et donc l'envie est venue comme ça. Et puis on s'est dit, bon, il y a eux deux qu'on a envie de filmer, ils habitent tous les deux Vitrival. Ben voilà, on a les personnes, on a le lieu. Et qui est-ce qui pourrait jouer d'autres dedans? Toutes les personnes qui habitent à Vitrival. Parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs non professionnels, des acteurs et des actrices non professionnels. Et on avait envie de continuer à travailler comme ça. Et évidemment que ce soit Vitrival n'est pas innocent non plus. C'est sûr que, sans m'en rendre compte, je crois que j'avais envie d'aller filmer ma famille et le village, et essayer d'y comprendre des choses et d'y jouer un petit peu.
et d'y aller donc pour en révéler des mécanismes souterrains, d'accéder à cette vie par l'humour et donc d'être un facteur de dérangement. Parce que vous racontez sans doute de vraies histoires, mais transfigurées dans un geste de fiction. Et dans quelle mesure est-ce que vous connaissiez donc le terreau, le réel du village, avant de décider d'en faire une fiction? Ouais, évidemment, on en connaissait beaucoup. Tu pourras revenir Parce que je là-dessus. vous interromps un Oui, instant, parce que c'est un village souriant, ça a été dit, il est tout à fait aimable, une petite communauté, on peut imaginer que c'est une espèce de bonheur dans la paix. Une la image campagne d'Épinal. Un peu. Exactement. Et vous déconstruisez l'image d'Épinal. Oui. Parce que dans ce village, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, mais il y a de la provocation, il y a de la méchanceté, il y a de la violence, il y a même un peu de haine. Oui. Donc, racontez-nous un peu le plaisir d'aller comme ça étudier ce terreau-là, quoi. Aller fouiller la merde un petit peu. Mais, peut-être pour commencer par la géographie du village, c'est que déjà, c'est pas l'image idéale qu'on a en tête, dans le sens que le village est séparé par une grande route. Donc il y a d'un côté le haut du village, puis la grande route, puis le bas du village. Et donc déjà, il nous tenait à cœur de filmer beaucoup cette grande route pour montrer que, en fait, en Belgique, généralement, on ne vit jamais à l'écart de la société et qu'on est toujours relié par un dense trafic de routes. Donc ça, on voulait aussi que ce soit présent. Et par exemple, pour l'aspect de l'humour, généralement, on a essayé de s'inspirer de ce qui se passait vraiment. Par exemple, la vague de graffiti à caractère sexuel, il y a une sorte d'équivalent 10 ans plus tôt, mais c'était plutôt à une échelle plus réduite et où c'était, je crois, dans mes souvenirs, un enfant qui faisait des graffitis autour de l'école de Vitrival. Mais ça s'est aussi soldé par quelque chose où on ne sait pas vraiment qui a été l'auteur de ces graffitis-là. Et donc, c'est quelque chose qui monte, où il y a beaucoup d'énervement, puis qui redescend très très vite. Mais je pense que c'est un bon exemple. Je te coupe juste Ouais. parce que par rapport à ça, à cette vague de graffiti et les quelques graffitis qu'il y avait autour de l'école primaire, dans le vrai village, dans la vraie vie, c'est que je pense que là, on s'est rendu compte d'une grosse différence. C'est que nous, on y arrivait, on venait comme on vient voir ma famille de temps en temps, depuis Bruxelles, et on a vu ces graffitis de beats autour de l'école primaire et on trouvait ça hilarant. Sauf que là, on s'est rendu compte que les gens du village ne trouvaient pas ça drôle du tout. Et donc, je pense que c'est de là aussi qu'est venue notre envie de montrer à la fois ce que nous, on peut trouver drôle, que eux ne trouvent pas drôle, que eux trouvent drôle, que nous, on trouve pas drôle, et qu'il y a ce jeu qui se fait tout le temps entre... et aussi comment le même événement peut avoir ces deux facettes-là. Ouais. Alors, Baptiste parlait de cette route, cette grande route qui connecte le village à l'extérieur en quelque sorte. Et moi, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est que j'avais l'impression de voir un village qui est presque une sorte d'île, une île coupée du reste du monde, qui vit en autarcie avec sa police, sa radio, même sa télévision, puisque le maire est filmé, donc on imagine que c'est diffusé. Et ça donne au film et à l'histoire que vous racontez une connotation assez abstraite finalement. Les villageois ne semblent à aucun moment connectés avec le monde extérieur, si ce n'est lointainement, par exemple la petite amie de Pierre qui va partir au Kansas, ou des références culturelles américaines, notamment quand on parle des experts Manhattan, enfin des choses comme ça. Mais on sent que vraiment le village, il est pas dans une contemporanéité, une connexion avec l'actualité du monde. Et ça, vous le vouliez, j'imagine. Oui, évidemment, on le voulait. Mais donc, on a tenté de limiter les éléments plus extérieurs à Vitrival, aussi parce qu'on voulait que l'idée de vague de suicide ça soit vraiment pleinement liée au village, et qu'on soit vraiment dans l'observation de tous les éléments du lieu, pour qu'on essaye d'être dans une position d'observateur pour vraiment voir qu'est-ce qui dans Vitrival peut créer cette impulsion au suicide. Et on avait l'impression que si on commençait à faire des décrochages pour avoir un certain souffle par moment dans le récit, on aurait perdu un peu cet aspect-là.
Mais c'est vrai que c'était une grande question aussi parce qu'on se disait qu'en faisant ça, en mettant un peu le village sous cloche, on se retirait d'une contemporanéité, mais dans le mauvais sens aussi. Donc retirer tout ce qu'il peut y avoir de politique au sens plus global. Mais dans notre réflexion, c'est apparu très, très tôt qu'on ne pouvait pas amener ça dans le village non plus, sans quoi tout ce qui s'y passe était déforcé. Oui, et du coup, la vision devient presque universelle. C'est-à-dire, ce village, il pourrait être dans plein d'autres endroits. Et d'ailleurs, moi, j'ai ressenti aussi les traces d'un imaginaire presque américain. J'ai l'impression de me retrouver dans un village de la middle class américaine avec des gens qui se baignent dans des jacuzzis, qui testent des armes, qui regardent des séries télé, qui vivent dans des caravanes. On se dit que ce village pourrait être une petite ville du Kansas, là où la petite amie de Pierre voyage ensuite. Est-ce que cet imaginaire-là, il était là au départ? Est-ce qu'il a infusé? En fait, cet imaginaire-là, il ne vient pas tant de nous qu'il vient plutôt de l'imaginaire de Benjamin, qui est un des deux policiers qu'on suit dans le film. Lui a vraiment une fascination pour l'Amérique. Son rêve, c'est vraiment d'avoir une énorme villa à 4 façades avec un très grand terrain, des armes aussi. Enfin, vraiment avoir une très grande opulence dans une vision très maximaliste de la vie. Alors nous, donc c'est pas tant quelque chose qu'on voulait amener nous, que quelque chose dont on s'est nourri et qu'on a mis en avant, et donc qui n'est pas spécialement propre à Vitrival. C'est vraiment propre à cet individu-là en particulier. Enfin, je ne sais pas si tu as... D'accord ? Oui, c'est le cas. Non, le film donne le sentiment d'être parfaitement documenté, donc enraciné dans la réalité de ce village. Et en même temps, il y a des choses tout à fait peu crédibles. Je pense que les deux policiers, il y a un des policiers qui s'appelle Bastien, comme vous. Hein Pierre. Oui, Pierre. C'est Bastien, c'est comme moi. C'est le flic, c'est dans des flics. C'est un des flics, Voilà. c'est mon cousin. Et puis Baptiste, c'est vous? Baptiste de Frites. C'est le premier suicidé du film. Donc vous êtes vraiment... J'avais oublié. Hein, non, moi pas, j'ai noté. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est enraciné et en même temps, il y a des choses peu crédibles. La voiture de flic, les deux flics dans ce petit village, c'est vous qui les avez inventés. C'est pas possible. Ils sont clownesques du début à la fin. Hein. On a forcé le trait. Non, on les connaît bien, donc on a pris ce qui nous intéressait dans leur caractère, dans leur vie, pour en faire des personnages de fiction. Après, ce qui est toujours surprenant pour nous, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait vraiment une fiction, dans le sens où on a écrit on s'est inspiré de ce qui se passait, mais on tire des fils qui vont plus loin, nous, narrativement, parfois même très classiquement aussi, pour qu'il y ait une histoire. On aime beaucoup les histoires, donc on avait envie qu'il y ait des histoires aussi. Mais en même temps, des gens voient le film, et même Pierre et Benjamin voient le film, et ils trouvent que ça leur ressemble beaucoup. Eux se reconnaissent, ou le meilleur ami de Benjamin a vu le film il n'y a pas longtemps, c'est un ami d'enfance, et il lui a dit « mais moi je te reconnais complètement ». Et puis, toujours nous, on n'a pas tant cherché à avoir une vision clownesque. Je veux dire, certes, on a créé des situations drôles, mais on a toujours créé des situations vraisemblables. Par exemple, les situations qu'on imagine, c'est en partie aussi des situations qui sont basées sur l'observation qu'on a faite quand on était à la rencontre de policiers qui vivent pas très très loin. Et eux, quand ils ont vu le film, nous ont dit que c'était assez crédible, tout ce qu'on montrait aussi. Donc c'est juste, je crois que c'est aussi l'angle qu'on prend et aussi le fait qu'on insiste sur certaines situations et qu'on rassemble des situations plus drôles qui donnent ces sensations plus comiques peut-être. Et je pense que c'est aussi le fait que comme ce sont des situations très petites, très quotidiennes, et qu'on passe beaucoup de temps dessus, ça devient drôle rien que par ce fait-là. C'est des situations qui ne sont pas traitées habituellement. Ouais. D'ailleurs, il y a un glissement dans le film, parce que c'est vrai qu'au niveau du registre, on démarre effectivement sur le registre plutôt d'une sorte de comédie douce amère, comme ça, avec un humour à froid, et puis un peu pince sans rire. Mais progressivement, tout de même, on arrive vers une forme de drame, en tout cas de gravité, avec cette vague de suicide et cette espèce d'ennui qui semble comme ça envahir les personnages progressivement, avec cette image, je crois qu'on peut dire l'image de toute fin, c'est une voiture qui tourne en rond. Et elle est certainement symptomatique et symbolique de quelque chose. Donc il y a quelque chose de ce point de vue du registre. Il fallait certainement pour vous trouver le bon dosage entre éclat de rire
et donc justement peut-être l'éviter, et choses complètement trop dramatiques, mélodramatiques. À l'écriture, comment vous avez réussi à vous en tirer par rapport à cette question des registres? Disons que on avait bien l'idée d'entrer par la comédie et d'arriver peu à peu dans un film plus dramatique, et qu'il y ait une sorte de chape de plomb qui s'abatte de plus en plus dans le film. Et quand on met nous en place cette chape de plomb-là, on a aussi tenté de faire en sorte que ça révèle des qualités affectives chez Pierre et Benjamin qui se révèlent et qui n'auraient pas eu s'ils n'étaient pas confrontés à ces événements-là. Et donc, en même temps, il y a cette morosité qui s'installe, et en même temps, il y a la beauté de peut-être deux hommes qui tentent de s'ouvrir avec le peu de moyens qu'ils ont pour le dire et pour le faire, qui existent. Ouais. Ouais, mais ça c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis que je me rappelle qu'au moment de l'écriture, quelque chose qui revenait sans cesse entre nous en discutant, c'était toutes les situations, nous on doit les prendre au sérieux, mais on doit s'imaginer aussi qu'à tout moment, le bon sens commun, mais le vrai bon sens, doit ressortir. Ils doivent rien faire qui soit clownesque pour être clownesque. Si ça l'est, ça doit être quand même au sein d'un certain bon sens. On n'a pas envie de les considérer et considérer aucune de leurs actions ni aucune de leurs décisions par rapport à ce qu'ils doivent faire comme quelque chose qui serait d'entrée de jeu débile. Il faut qu'il y ait du bon sens quelque part. Et aussi peut-être une autre manière, c'est que dans la première partie du film, on a aussi tenté de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de bon gras. Ce qu'on appelle du bon gras chez nous, c'est en gros des scènes qui se déploient, mais sans nous coller à une narration qui c'est très évidente et qui nous emmène directement vers l'élément modificateur qui amènera nos deux héros à se positionner sur quelque chose. Et on a fait en sorte que ça devienne de plus en plus aride, plus sec, pour arriver justement à une clôture plutôt sur eux deux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, on va moins à la rencontre des villageois pour se refermer peu à peu sur eux. Vous êtes des cinéastes, non? Mais moi, j'en ai la conviction, d'où mon plaisir de découvrir le film, parce que vous avez le sens du cadre, et plutôt du cadre large, qui permet de dédramatiser. Par exemple, il y a un dernier suicide, il saute D'une éolienne. Éolienne, oui, pardon. Le gars saute et on voit ça de très très loin. Ouais. On ne verra jamais de sang, jamais de cadavre. Donc vous nous privez de cela, qui ferait de nous des voyeurs, pour au contraire nous donner un espace de réflexion. On a le temps de circuler comme spectateur. Et donc, je signale, c'est plus un écho qu'une question, c'est quand même ce sens de la mise en scène et donc du rythme. Si c'est bien cadré et large, il faut qu'on ait le temps de circuler. Donc il faut monter. Oui. Alors quels sont vos plaisirs en termes de filmeur et de monteur? Et comment est-ce qu'on travaille à deux? Mais d'abord, par rapport au cadre, peut-être deux choses. La première, c'est que dès le début, on savait qu'on avait envie de faire le film à partir du point de vue du village. Et donc pour le faire, nécessairement, on ne pouvait pas être collé sur nos deux protagonistes, on devait prendre une distance peut-être un peu plus grande. C'est En pas tout tant cas, le point de vue du village que notre point de vue sur le village. notre point En de tout vue cas, sur on le voulait village. que le village soit visible à tout moment dans le film. Et donc ça, peut-être que, en tout cas, nous, on a trouvé ça dans une distance peut-être un peu plus grande qu'il pourrait avoir dans un autre film. Et la deuxième chose aussi, c'est que on avait aussi envie de déhiérarchiser notre regard. C'est-à-dire que pour nous, quand on cadre quelque part, c'est qu'on a envie que les lieux soient aussi importants que les gestes, que les accessoires, que tout ce qu'il y a dans le plan. En gros, tout est important. Et donc ça, c'est à chaque fois faire en sorte de créer le cadre qui va faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie entre toutes les choses qui le composent. Oui. Et c'est vrai que formellement, le film, il tient cette rigueur du cadre de bout en bout, de la juste distance avec ce qu'il filme, du temps aussi, vous donnez le temps au plan d'exister. Ouais. Ce sont des plans séquences en fait pour la plupart des... On a des- dérogé Pour la parfois plupart. quelquefois. Ouais. Et en fait, cette question du regard distancié, elle me semble très importante parce qu'il y a beaucoup de tendresse malgré cette distance dans la façon dont vous regardez ces gens. Il n'y a pas de cynisme, comme on pourrait voir par exemple parfois, il m'a semblé, chez Bruno Dumont, qui pourrait avoir des affinités avec votre cinéma. Il n'y a pas de jugement, vous n'êtes jamais en surplomb, vous avez toujours cette juste distance, vous les filmez à hauteur d'homme. Et
J'ai l'impression que vous évitez par là même quelque chose qui pourrait avoir la froideur de l'entomologiste, vous évitez l'ironie et vous n'êtes pas non plus dans la complaisance. Alors, je voulais savoir surtout, c'est comment on fait pour filmer des gens qui nous sont proches, qu'on connaît par cœur, pour réussir à garder cette distance qui fera qu'on ne va pas les juger, on ne va pas en tout cas plaquer sur eux votre ressenti qui doit être très affecté à la base. Oui, ben ça, dès le début, ça a été l'objet de grands questionnements, comme vous pouvez vous en douter. Mais j'ai l'impression que ce qui nous a aidés, c'est de garder en tête une envie qui était celle de la pudeur. Garder une certaine pudeur. Parce que moi, évidemment, et Baptiste encore moins, on ne parlerait pas de tendresse à l'égard de ma famille. On ne se dit pas on va les filmer avec tendresse parce qu'on n'est pas dans ce rapport-là avec ma famille. Mais par contre, on s'est dit on veut les filmer avec pudeur. Que ce soit chaque personne individuellement ou aussi même pendant les fêtes de village. La pudeur implique une certaine éthique. C'est de ne pas vouloir à tout prix être collé au corps des personnes plus qu'on ne le ferait si c'était nous qui le faisions en tant que personne. Donc ça impliquait de filmer déjà rien que ça d'entrée de jeu, de filmer d'assez loin, mais aussi on n'a pas pu juste nous éthiquement aller filmer par exemple Pierre dans la caravane dans la 3e partie à l'automne qui se réveille dans la caravane ou qu'on voit dans sa chambre aussi, Benjamin pareil. Pour nous on n'aurait jamais pu aller dans leur chambre avant l'automne. On n'avait pas envie, ni nous, d'amener ça chez les spectateurs surtout ça, chez les spectateurs et chez les spectatrices dès le début du film. Il y a une intimité à préserver, on rentre avec eux par leur métier, on est dans la voiture avec eux qui est aussi un lieu intime, mais intime professionnel, et puis petit à petit, on peut arriver dans leur chambre. Mais c'est vrai d'avoir signalé Bruno Dumont, le petit quinquin, on a tous vu ça. Moi, je trouvais ça assez critiquable, pour ne pas dire parfois détestable, parce que un peu roublard dans le. Parce qu'il abuse de ces personnages et ils sont ridicules. Ils sont désarmés, ils sont dénudés. Alors que vous êtes justement dans cette limite qui fait que chaque personnage a son humanité, sa légitimité, sa présence légitime et son côté un peu ridicule. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le film, on a parlé des 2 flics, très bien, mais aussi, il y a un tas de personnages secondaires. Vous distribuez très bien les personnages principaux secondaires, et il y a quelques personnages secondaires récurrents. Par exemple, le gars, assez désagréable, qui brûle son bois. Il n'a pas le droit de brûler, et puis il continue de brûler son bois. Mais vous lui répondez après par un immense feu de tout le village. Donc il y a des fils comme ça qui sont tissés au cours du film, qui ajoutent au fil principal des 2 policiers qui font leur enquête. Avec, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le gars qui est assis au carrefour et qui distribue la population entre 3 couleurs. Il y a les rouges qui sont dangereux, possiblement suicidaires, et les verts, je crois, qui vont survivre. Et puis c'est lui qui dit quand même à la fin, je crois que parmi les suicidés n'ont pas d'enfants pour des questions de spermatozoïdes. Donc il y a des choses extrêmement drôles et qui donnent une explication finale et scientifique sur les raisons de se suicider, quoi. Oui, on a pris beaucoup de plaisir à aller voir dans le village et dans la famille avec quelle poupée on avait envie de jouer et quel trait on avait envie de faire saillir chez chaque poupée. Et tout, en plus, on a eu une chance énorme, c'est que tout le monde a accepté de jouer à la poupée avec nous. Vraiment. Et ceux et celles qui n'avaient pas, qui étaient un peu timides, qui n'avaient pas spécialement envie, qui disaient non, je suis pas vraiment une bonne poupée, bah, ils finissaient par dire oui. Enfin, ils finissaient même pas. C'était qu'ils disaient oui en disant bon, bah, t'es de la famille, vous êtes de la famille. Pour rendre service, on va quand même jouer dans votre film. Est-ce que ça a facilité le filmage, justement, la direction d'acteurs, le tournage, parce que ils sont d'un naturel confondant. Il n'y a pas de regard caméra, il n'y a pas de maladresse. J'ai rarement vu ça au cinéma. C'est-à-dire des acteurs non professionnels qui sont dans un naturel. On a l'impression de voir parfois un documentaire filmé par une caméra invisible. Oui, alors que tout est écrit. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils avaient un texte, tout le monde à apprendre. Comment on fait ça? Mais nous, déjà, nous, on part du principe que les non professionnels jouent mieux que les acteurs professionnels, mais qu'ils jouent mieux dans un répertoire qui est peut-être plus réduit. Et donc, il s'agit toujours pour nous de trouver quel est le bon répertoire pour chaque personne et jusqu'où on peut les amener dans ce répertoire-là. Et parfois, pour par exemple Pierre et Benjamin,
quand eux ont quand même plus joué, comment est-ce qu'on fait parfois pour en sortir un tout petit peu aussi. Et donc ça, je crois que c'est une première chose qui nous aide. Et une deuxième chose, c'est évidemment que on les connaît tous et donc on sait aussi comment les appréhender. On sait un peu quelles vont être les retenues pour chacun et ça nous permet aussi d'avoir cette sensibilité précise pour chaque personne pour savoir aussi comment faire en sorte qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Pour comprendre, Donner pour une On séquence, travaille avec peu, voire pas d'intention psychologique Oui, non ça, plus. oui, Ce qui ça. fait que s'il faut changer quelque chose, généralement ça passera plus par des Des dimensions gestes. corporelles, tu déplaces cet objet-là et ça change la façon de dire les choses aussi. il y a une chose Ouais. qu'on n'aime pas du tout qu'on pose des questions, nous, c'est qu'on ne donne pas de réponse. Et une des questions, c'était comment travailler à deux. Alors, en 1 minute, vous n'arrivez pas à travailler l'un sans l'autre, vous êtes toujours ensemble. Et comment ça se passe sur le tournage, le montage, la post-production? Bon, On fait tout en, ensemble. en gros, chaque film est un peu différent, mais il commence quand même à avoir des tendances. Pour résumer, alors, on pense le film à deux, on l'imagine à deux, mais quand il s'agit de l'écriture plus précise du scénario, en particulier pour Vitrival, là, c'est Noël qui a écrit tous les dialogues, parce que c'est elle qui était beaucoup, beaucoup plus juste et qui a aussi beaucoup plus de courage que moi dans l'écriture pour la mener à bien. Et, par contre, pour ce qui est du tournage, on travaille beaucoup en équipe réduite, donc on occupe beaucoup, beaucoup de postes. Donc on s'occupe aussi de l'assistanat réalisation. Il y a la particularité aussi qu'on travaille avec une chef opératrice mais qu'on cadre. Et après pour toute la suite de la post-production, on fait le montage nous-mêmes, mais on assure toute la chaîne de la post-production après, dans le sens où on la met en place logistiquement et qu'on est tout le temps présent. Alors, on s'était promis au début de cet entretien de parler de Louise. Oui, Donc j'aimerais vrai. que pour la dernière question, peut-être, on aborde ce personnage important du film, parce que sociologiquement, vos personnages, ils vivent dans un confort matériel. Ils semblent, ils ont beaucoup, enfin, ils aiment les beaux objets, les belles maisons, ils retapent des maisons, ils ont l'air de vivre dans une forme de confort, mais ce confort n'étanche pas une sorte d'ennui qui peu à peu semble les faire sombrer jusque pour certains au suicide. Et dans ce tableau de village qui a l'air d'étouffer comme ça, ce personnage de Louise, il apporte une sorte de mouvement, d'agitation, de bruit très bienvenu. Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est le personnage qui va réussir à s'en sortir et qui va s'en aller et qui transporte avec elle tout ça, tout ce mouvement, toute cette révolte quelque part. Oui. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être elle qui est l'auteur des graffitis. Oui. Donc, comment vous l'avez écrit ce personnage de Louise et qu'est-ce qui représente dans cette faune que l'on rencontre à Vitrival? à nouveau, on est parti de quelque chose de réel. Mhm. C'est que Louise joue vraiment du tambour, a appris à jouer du tambour en voulant rentrer dans la compagnie de la Marche Saint-Pierre et ne peut pas parce qu'elle est une femme. Donc à partir de là, les choses se sont déployées. Ce qui est dans le film, après ce qu'on met d'elle, ce qu'on met de nous, ce qu'on met de moi particulièrement dans elle, c'est pas à moi de le dire. Je ne le sais même pas. Et puis peut-être juste dire par rapport à ça aussi que c'est l'expérience du tournage aussi qui a fait en sorte qu'elle prenne une place plus prépondérante dans le film. C'est-à-dire que on a tourné le film en 4 parties, enfin 3 grandes et une petite partie. La première partie, elle avait donc cette scène où elle joue chez elle et où Pierre et Benjamin viennent lui dire qu'elle devrait quand même dire à son père d'arrêter de lui permettre de faire du feu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en la faisant jouer pour la première fois que on aimait beaucoup ce qu'elle proposait et que c'était aussi l'élément le plus important de friction avec Pierre, qui avait vraiment quelque chose qui l'énervait vraiment aussi, de devoir parler avec sa sœur pendant une séquence. Et puis- donc, ouais. Mais ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on écrivait le scénario entre chaque partie de tournage. Donc, on a tourné sur 4 saisons et on réécrivait à chaque fois. Et donc, là, Louise, par exemple, on n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait une place aussi centrale. Bon, centrale décalée, c'est un personnage secondaire, mais néanmoins, c'est après le premier tournage qu'il s'est passé ce que Baptiste dit, qu'on a eu envie de lui donner une place plus grande. Alors merci, je crois on va terminer cette conversation très intéressante et on a envie de regarder ce film. Merci Noël Bastin et Baptiste Bogart, et merci Jean Perret et Nicolas Bézard d'être venus, et merci aussi à Olivier Legras qui est responsable pour la technique de notre podcast Fabrica. Le film Vitrival sera présenté ce soir et dimanche à 20h. Alors merci et bonne soirée. Merci. Merci. Thank you for listening to podcast series Fabrica. Fabrica. Stay tuned on Film Explorer.